Bien bonsoir. Dans l'actualité, le sit-in d'une partie du personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec. Les agents s'insurgent contre, entre autres, le sous-équipement de l'établissement et un recrutement jugé abusif. Un cambriolage qui débouche sur un scandale qui met mal à l'aise la douane sénégalaise. La victime, le commandant Diadji Ba, avec à son domicile la somme de 150 millions de francs CFA. Démarrage aujourd'hui de la 22e édition de la foire internationale de Dakar. Le Premier ministre Abdoulaye Touré a procédé à l'ouverture officielle de l'événement. L'invité de ce journal, le directeur de publication de Presse Afrique, Ibrahim Lissefei, par ailleurs président de l'association des éditeurs de presse en ligne qui prône la régulation de cette sphère du web. Le sit-in des agents de l'hôpital Aristide Le Dantec ce matin, ils ont décrié un recrutement qu'ils jugent abusif, mais surtout le sous-équipement de l'établissement de manière globale. Le personnel a observé un débrayage de 10h à 13h, même schéma attendu demain. Daouda Sow. Ils sont remontés contre la tutelle. Ces agents de l'hôpital Aristide Le Dantec sont en sit-in pour manifester leur mécontentement. Ils ont arrêté le travail de 10h à 13h dans leurs services respectifs pour dénoncer ce qu'ils appellent un recrutement abusif de personnel. Les gens avaient l'habitude ici de dire que le personnel est pléthorique. Et maintenant, le problème c'est quoi? On a remarqué parce que le directeur doit partir et en général, certains ont profité de veulent profiter de ce départ-là pour faire leur affaire. Le chef des ressources humaines est à la tête de cela. Simplement, parce que les ressources humaines, pour recruter, il faut sentir un besoin de recrutement. Mais sinon, recruter parce qu'on veut simplement caser ses amis, parce que simplement on veut caser ses cousins, parce que simplement on veut caser ses cousines, ou bien simplement on veut caser ses militants. La direction de l'hôpital, pour sa part, tient à clarifier les choses. Elle confirme le recrutement. Mais pour le directeur des ressources humaines, toutes les règles ont été respectées sous la supervision du conseil d'administration de la structure sanitaire. Aujourd'hui, à la direction, nous avons des lettres qui sont transmises par les chefs de service qui ont exprimé le besoin d'avoir des personnels compétents pour faire fonctionner les services et le directeur a répondu favorablement. C'est des actes de gestion qui incombent à un directeur, surtout quand il a l'autorisation du conseil d'administration. Le conseil d'administration a autorisé des postes de recrutement. La situation de l'hôpital a aussi été au cœur des revendications lors de ce sit-in. Les travailleurs ont déploré le manque criard de matériel dans les laboratoires et autres services. On a remarqué que le fonctionnement de l'hôpital Aristide Le Dantec ces derniers temps est presque chaotique. Vous rentrez dans les services, les gens ne travaillent presque pas. Aujourd'hui, la preuve, les blocs ont fermé leurs portes parce que simplement, il n'y a pas ils n'ont pas de matériel. Vous allez à la radiologie, là où je suis, là également, on reste 2 jours sans pourtant avoir de film de scanner. Tantôt, c'est l'échographie. Un autre jour, c'est les films de radio standard. Et on fonctionne comme ça depuis un certain temps. Ce sit-in des agents de l'hôpital Aristide Le Dantec s'étend sur 2 jours, jeudi et vendredi. Ils appellent la direction de l'hôpital à des concertations avec les syndicalistes pour l'intérêt de l'hôpital. Un cambriolage qui semble se retourner vers ou contre la victime, le commandant Diadji Ba de la douane pourrait perdre plus que les 150 millions de francs CFA emportés. En effet, cette importante somme d'argent était dans son propre coffre personnel à son domicile. Les éclairages de Khadim Sissé, Cheikh Abdou Kadir Bakesek. Diadji Ba, un commandant de la douane au cœur d'un scandale. Après avoir été victime d'un cambriolage à son domicile, les présumés auteurs ont emporté une somme de 150 millions de francs CFA que le soldat de l'économie aurait dissimulé dans un sac de riz. Ce qui pose le débat de l'enrichissement illicite chez les agents de l'État. C'est un fait alarmant
parce qu'il s'agit d'un agent assermenté de l'État qui travaille justement dans le circuit économique, surtout de la fiscalité aux portes, donc les douanes, et donc pose un problème sérieux. Et si on voit un agent qu'on sait combien il gagne, combien il devait pouvoir avoir autant d'argent chez lui et puis un peu camouflé, parce que dans un sac qui n'est pas destiné à avoir de l'argent, c'est intéressant qu'on se pose la question et qu'on fasse le lien sur les questions de gouvernance, c'est les questions de gestion publique, mais aussi sur une question lancinante et pertinente du blanchiment d'argent, et dans lequel on fait également le rapport avec les flux illicites de façon générale qui quittent nos pays et qui vont ailleurs, mais également qui sont utilisés et tout simplement reconduits dans le circuit économique. Même la loi n'autorise pas de garder une telle somme chez soi, ce qui fait croire à Ilman Khan que la responsabilité de l'État est engagée. Et la nécessité de renforcer les lois et règlements pour protéger davantage les individus eux-mêmes qui sont dans ces circuits et qui sont donc exposés à des tentations, etc., mais également de protéger tout simplement les deniers publics dans nos pays. Selon le quotidien, le ministre des Finances a ordonné la suspension de Diadjiba de ses fonctions. Une enquête est ouverte pour connaître la licéité de cet argent. Voilà ce coffre de fortune que pourrait perdre le commandant Diadjiba de la douane. Une hausse de 8 milliards de francs CFA sur le budget 2014 du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et du désenclavement. Thierno Alassane Sall était aujourd'hui devant les députés de l'Assemblée nationale. Ce matin, il a annoncé des mesures pour limiter le nombre de victimes de la route, les accidents de la circulation, des mesures dont l'implication des préfets mais également des gouverneurs dans la mise en œuvre du plan Agir, action globale contre l'insécurité. Nous y revenons sans doute avant la fin de ce journal, mais notez également cette hausse de 30 milliards enregistrée pour le budget du ministère de la Restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation. Il passe de 3 à 33 milliards de francs CFA. Hier, celui du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a été arrêté à la somme de 52 milliards 267 millions de francs CFA. Mankeur Ndiaye qui a agité à l'occasion l'idée de privatiser l'organisation du pèlerinage à la Mecque, idée plutôt bien accueillie par les voyagistes qui cependant demandent un accompagnement conséquent pour en assurer le succès. Diallo Hadiatala. Entre des bagages égarés, l'absence de suivi des pèlerins et de retard de vol, entre autres manquements, l'organisation du pèlerinage à la Mecque en a toujours pâti. D'où l'urgence pour le ministre des Affaires étrangères de privatiser cet événement. Il a émis l'idée face aux députés et les voyagistes privés adhèrent. La gestion des très grands groupes, cause problème. Quand le pèlerinage sera privatisé, des agents seront agréés pour les amener en Arabie Saoudite. Et la gestion par petits groupes entre 100 et 150 facilitera l'encadrement de proximité. Quand il dit qu'ils vont bien sûr privatiser, nous, ça nous va directement au cœur. Nous, c'est ce que nous avons toujours souhaité, et que la privatisation se fasse, mais bien sûr avec bien sûr une préparation rigoureuse. Les privés qui saluent la proposition souhaitent l'implication de tous les acteurs pour une bonne privatisation. Au niveau de l'uniforme, du COFOM, c'est des entités qui sont vraiment très actives dans le pèlerinage, et au niveau même des agences, de certaines agences de voyage. Donc convoqués, et aussi au niveau des acteurs qui sont hors de ces cadres. Les convoquer et bien sûr tenir l'état généraux et définir un cadre pour aller à la privatisation, parce que l'État il perd énormément en ressources financières, en ressources humaines. Les avantages d'une éventuelle privatisation sont considérables selon eux, pas moins d'1 milliard d'économies. Déjà, ils gagneraient financièrement. Vous savez que le budget du pèlerinage tourne autour d'1 milliard. Il y a même des années où ça va jusqu'à 1 milliard, 150 millions. Et l'essentiel de ce budget est consommé par les perdièmes des missionnaires et la prise en charge des missionnaires. La bonne organisation ou le bon accomplissement des rites du pèlerinage par les pèlerins, c'est du profit quand même pour l'État sénégalais.
L'inspection générale d'État, dans son rapport annuel, avait fait de la privatisation une de ses recommandations pour pallier toutes les difficultés au bonheur des pèlerins. Par ailleurs, notez la naissance de l'Association nationale pour le bien-être du pèlerin. Les membres de cette organisation entendent miser surtout sur la formation des fidèles. Nous avons œuvré pendant des années dans ce pèlerinage-là. Nous connaissons les failles. Nous connaissons les failles et la plus grande faille, c'est la formation du pèlerin. Le pèlerin doit être formé religieusement, doit connaître tous les rites du pèlerinage. Le parcours naturel du pèlerinage doit être connu par le pèlerin. Le pèlerin doit être formé administrativement et financièrement. Comment se déplacer, comment se vêtir, comment manger, comment s'orienter. La troisième dominante, c'est la dominante médicale. Nous, on a préconisé dès janvier d'ouvrir aux pèlerins, aux futurs pèlerins, un dossier médical. Donc, ils seront suivis par des médecins avant l'ouverture du Hajj. Donc, nous serons en mesure de vous dire que tel pèlerin est apte pour aller au pèlerinage ou bien n'est pas apte au pèlerinage. Et nous préconisons à la fin maintenant de la formation de réunir tous les acteurs et de délivrer des actes d'aptitude pour le pèlerinage. Donc, dans ces trois dominantes-là. Ouverture officielle cet après-midi de la 22e édition de la Foire internationale de Dakar. Cérémonie présidée par le Premier ministre Aminata Touré. Le thème de cette année, problématique de l'énergie en Afrique de l'Ouest, défis et perspectives des énergies renouvelables. Notez que le Cabo Verde est l'invité d'honneur de cette édition. La première édition de la FIDAK, tenue le 28 novembre 1974, et présidée par feu le président Léopold Sédar Senghor, était considérée comme une invitation osée et pleine d'incertitudes. Aujourd'hui, le président Senghor aurait été heureux de constater que la FIDAK est devenue une manifestation commerciale internationale reconnue par beaucoup d'observateurs comme étant la plus régulière et l'une des plus fréquentées en Afrique au sud du Sahara. En Afrique de l'Ouest, la situation énergétique se caractérise par une offre insuffisante et une demande sans cesse croissante. Ce déséquilibre entraîne une crise énergétique qui a des incidences néfastes sur les économies de la quasi-totalité du continent. Le Cabo Verde qui entend renforcer son partenariat avec le Sénégal, notamment avec le secteur privé. Le ministre capverdien du tourisme, de l'industrie et de l'énergie a représenté son pays. Écoutez-le. Pour la République du Cap-Vert, c'est un vrai honneur de venir transformer en invitation, comme invitation d'honneur, pays Cap-Vert comme un pays invité d'honneur pour la 22e FIDAK. C'est vraiment très important pour le Cap-Vert, pour la relation entre le Cap-Vert et le Sénégal, pour faire grandir la relation économique et commerciale qui existe déjà, mais aussi pour faire augmenter l'amitié entre nos deux peuples. Ça démontre clairement que le Cap-Vert est très intéressé et augmenter la relation entre nos deux peuples, entre nos deux pays. La FIDAK 2013 qui se poursuit jusqu'au 11 décembre prochain. Ranch de Doli, le président de la communauté rurale de Tiarni, souhaite l'installation de pare-feu. En effet, c'est déclaré hier dans la zone sud, au lendemain de la visite sur place du chef de l'État Macky Sall. Feu très vite, heureusement, circonscrit par les agents des eaux et forêts. Par ailleurs, Makanka estime que le président de la République est passé à côté de l'essentiel, surtout à côté des priorités, pour ne pas avoir intégré les populations de Doli dans son programme de visite sur les lieux. de Doli,
On ne peut pas réhabiliter le ranch de Doli en excluant les populations de la localité qui connaissent mieux que quiconque les problèmes de cet espace. Si les vrais acteurs de l'élevage avaient pris la parole lors de la visite du président Macky Sall, ils auraient au moins sollicité la mise en place de pare-feu pour lutter contre les feux de brousse qui semblent être la principale priorité. Malheureusement, aucun orateur n'a évoqué ce problème. Ils ont écarté les vrais éleveurs qui pourtant méritent respect et considération. Et puis nous parlons de l'acheminement du bétail vers les marchés de la capitale, un véritable casse-tête aux yeux des éleveurs. Soit les bêtes parcourent des centaines de kilomètres avec des désagréments que cela engendre, soit ils déboursent au moins 200 000 francs CFA pour le transport, une alternative qui n'est pas non plus de tout repos. Yaya Diallo, Jafaraba Dissaprera. Forail de Djamagun, un camion débarque des bœufs en provenance du Jolof. Pour arriver dans ce marché du bétail, la route a été longue et pleine de déconvenues. Le transport est cher, en plus nous sommes confrontés à des tracasseries de la gendarmerie. À chaque arrêt, il faut qu'on paye entre 1000 francs et 2000 francs pour passer. Au-delà des difficultés que rencontrent les éleveurs pour acheminer leurs bêtes à Dakar, d'autres problèmes subsistent. Une fois sur le marché au bétail, les éleveurs font face à l'insécurité, mais aussi à l'absence de garantie dans les transactions commerciales. Nous sommes proches de la route nationale et nous n'avons pas de place pour faire pointer les animaux. Il y a des centaines de têtes de bœufs qui divaguent ici chaque jour. Nous rencontrons aussi des problèmes liés à la garantie car il n'y a aucun reçu, c'est-à-dire un document qui certifie que nous avons vendu un animal ou pas. Pour apporter des solutions au déplacement des bêtes sur des centaines de kilomètres, une idée simple mais novatrice. Je vois que des populations se déplacent sur 300 km pour venir ici amener du bétail pour l'abattre à Dakar. Et quand vous regardez le foirail, il y a même une station de véhicules qui fait la liaison d'Ara-Dakar. Je me suis dit pourquoi ces populations-là, on ne peut pas les stabiliser là-bas en créant tout simplement l'inverse de ce qui se passe en mettant un abattoir là-bas sur place. S'il s'agit de logistique, il y a une possibilité de mettre toute une chaîne logistique, un grand centre frigorifique à Diamniadio et des points de vente dans la ville. Élever, vendre et acheter du bétail au Sénégal, une activité assez compliquée. Moderniser le secteur qui génère des milliards de francs CFA est devenu un impératif. Et puis cette dernière qui vient de nous parvenir, l'ancien directeur général du port autonome de Dakar, Bara Sadi, l'ancien directeur général de la société africaine de raffinage, Carmelo Sagna, et une vingtaine de leurs collaborateurs ont été arrêtés, déférés au parquet de Dakar aujourd'hui dans le cadre de des enquêtes ouvertes sur la gestion des deux entreprises publiques. Et puis notez que Bara Sadi, particulièrement du port, sous le règne de l'ancien président Abdoulaye Wade, est arrêté pour sa part au sujet d'une enquête sur la cession du terminal à conteneurs à DP World. Et de son côté, Sagna est poursuivi au sujet de l'affaire de fioul dit frelaté vendu à la Société nationale d'électricité, la Sénélec. Les deux anciens directeurs généraux et leurs collaborateurs étaient entendus au tribunal de Dakar cet après-midi. Donc ils ont été déférés au parquet tout à l'heure. Les sports. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. On parle football.
Tout à fait. Alors, avec le tournoi de l'UFOA, le Sénégal qui s'incline en finale devant le Ghana. 3-1 dans le cadre de cette compétition consacrée aux équipes de la zone B de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal qui avait jusqu'ici fait un parcours sans faute avec 3 victoires en autant de sorties, qui perd donc lors de la dernière manche. On rappelle que c'est l'équipe U-20 qui a participé à cette compétition amenée par Joseph Koto. On parle à présent du classement FIFA réactualisé ce jeudi. Le Sénégal perd une place entre les mois d'octobre et de novembre, passant de la 64e à la 65e place. Les Lions de Ghana ont également perdu une place dans le classement africain, passant de la 12e à la 13e place, un recul dû à la défaite concédée donc et au nul par les Lions face aux éléphants de la Côte d'Ivoire lors des barrages de la Coupe du Monde 2014. Le classement africain justement dominé par la Côte d'Ivoire, 24e place mondiale. Le prochain classement, rappelons-le, sera publié le 19 décembre prochain. On revient chez nous pour parler de l'inauguration du centre de formation de Génération Foot. On s'en souvient, c'était le 16 novembre dernier. Le promoteur de la structure vient de recevoir un soutien matériel de la part de son parrain Youssou N'Dour, des climatiseurs, un geste en faveur du développement de la petite catégorie. À ce propos, nous écoutons le promoteur Madi Touré et le parrain Youssou N'Dour au micro d'Abdou Aziz Kane. J'avais promis lors de mon passage de l'inauguration qu'on allait accompagner le promoteur et Génération Foot au niveau d'une climatisation, parce que nous avons vu qu'il y avait beaucoup de travaux et beaucoup de chambres qui étaient en finition, et nous avions promis de donner 10 climatiseurs que nous donnons aujourd'hui officiellement, et c'est que le début vraiment de l'appui que nous comptons faire autour de Génération Foot, parce que non seulement nous sommes honorés d'être les parrains, parmi les parrains, parce qu'il y a beaucoup de parrains aussi qui doivent venir, mais tout le monde connaît notre attachement au football et surtout la petite catégorie. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce qu'il a fait pour moi, c'est énorme. Et en tout cas, c'est quelqu'un qu'on peut compter. À chaque fois que j'ai consulté, j'ai contacté, je dirais, Youssou, ça a toujours été favorable. Je ne vais pas être long, c'est entre le grand frère et le petit frère. Merci Abdou Aziz Kane. On parle de football européen. En ce moment même se joue la 5e journée de l'Europa League. À noter les participations de Real Salzbourg de Sadio Mané ou encore Bordeaux de Lamine Sané. Hier en Ligue des Champions, la Juventus, Manchester United, le Real, le PSG ont validé leur ticket pour les 8e de finale, rejoignant ainsi le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, le Bayern, le Chelsea ou encore Manchester City. Le point tout de suite. Au terme de la 5e journée de la Ligue des Champions, 8 formations ont composté leur ticket pour les 8e de finale de la compétition. Mercredi, le Real Madrid, Manchester United et le Paris Saint-Germain ont rejoint le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, le Bayern Munich, Chelsea et Manchester City. Fort d'une victoire 4-1 face à Galatasaray, les merengues se sont assurés par la même occasion la première place du groupe B. Dans ce groupe, la finale pour la 2e place aura lieu lors de la prochaine journée avec la Juventus de Turin, 2e, qui rendra visite au 3e, Galatasaray. 2 points séparent ces deux formations. Dans le groupe A, Manchester United n'a pas fait dans la dentelle en allant corriger le Bayer Leverkusen sur le score de 5-0. Une victoire qui permet aux Red Devils de valider leur qualification pour les 8e de finale. Le Shakhtar Donetsk et le Bayer Leverkusen se livreront une explication à distance lors de la dernière journée pour s'adjuger l'autre place qualificative pour les 8e de finale. Le Paris Saint-Germain par contre est assuré d'être au rendez-vous des 8e de finale après sa victoire 2-1 face à l'Olympiakos. Les Parisiens se sont offerts par la même occasion la première place du groupe C, alors que Benfica et l'Olympiakos vont se battre pour la 2e place. Les 8 autres qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions seront ainsi connus lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule qui aura lieu dans 2 semaines. Et puis à retenir pour l'histoire, 7 ans après, l'arbitre central, ça servira toujours pour l'histoire, Khalifa. Le coup de boule historique de Zinedine Zidane. Exactement. Merci, Mme Fatou Ndoye. L'invité de ce journal s'installe dans moins de 2 minutes. C'est le directeur
de publication de Presse Afrique, journal en ligne qui fête ses 5 ans. Ibrahim Lissa Faye, par ailleurs, président de l'association des éditeurs de presse en ligne, qui a lancé depuis ce matin une réflexion sur la régulation des sites d'information en ligne et leur place dans l'environnement médiatique au Sénégal. Mor Khama et Fatima Ba. La floraison des sites d'information en ligne constitue une menace pour la presse écrite. C'est un constat de certains professionnels du secteur. C'est une forme de journalisme qui n'avait pas droit de citer, c'est-à-dire qui n'était pas reconnu comme étant du journalisme. Aujourd'hui, je pense que l'avenir est plus à la disparition du papier, du support papier. La télévision, elle va, vous allez pouvoir tout faire là-dedans, mais même cette forme-là d'appareil, ce qu'on appelle la lucarne que vous avez en face de vous, je pense qu'elle va avoir de moins en moins de place. S'il n'y a pas de l'ordre qui est mis dans cela, la confusion va créer une déstabilisation dans la corporation, dans la profession, dans l'organisation de l'information et dans tout. Autre inquiétude, les dérives notées dans le traitement de l'information par la presse en ligne. Figurez-vous qu'il y a des gens qui quand ils écrivent, c'est n'importe comment, l'essentiel pour eux c'est de mettre en ligne. Il y en a qui inventent même des choses qui mettent en ligne et ensuite ils créent un débat autour de cela. On a l'impression que c'est quelque chose de réel qui s'est passé, qui ne s'est jamais passé en fait, mais c'est comme ça. D'autres inventent des chiffres qu'ils mettent en parlant de tout ce que vous voulez, de gouvernance, etc. Donc ça c'est un premier problème. La deuxième chose, c'est que les journalistes qui se battent déjà pour mettre de l'ordre dans la profession, pour le respect de l'éthique et de la déontologie, aujourd'hui, s'ils sont dépassés sur leur flanc par de mauvaises pratiques en ligne, cela pose un problème. Dès lors, s'impose une régulation du secteur qui semble difficile au regard de l'avancée des technologies de la communication. Il y a la possibilité de modérer le site et d'expurger tout ce qui peut porter atteinte à tel ou tel... Et ça, quand même, c'est des choses qui sont à notre portée. Maintenant, il ne faut pas confondre cela avec la censure. Il faut voir quels sont les éléments positifs, quels sont les éléments négatifs. Qu'est-ce qui l'emporte entre les éléments positifs et les éléments négatifs? Sur quoi il faut travailler pour que ce qui est moins bien devienne bien et pour que ce qui est bien devienne meilleur. Il s'agit de mettre de l'ordre, mais dans la mise en ordre, qui est-ce qu'il faut réguler? Par quoi il faut commencer? À qui il faut s'adresser? Est-ce que c'est les agrégateurs de contenu? Est-ce que c'est vraiment les rédactions qui produisent, bien organisées, qui produisent comme journal en ligne? Est-ce que c'est tout le monde? Cet atelier de régulation de la presse en ligne est initié par le site d'information Presse Afrique à l'occasion de la célébration de son 5e anniversaire, une rencontre venue à son heure, selon ces professionnels du secteur. Ibrahim Lissa Faye, bonsoir. Bonsoir. Joyeux anniversaire pour Presse Afrique. Merci. Alors la presse en ligne, souvent citée comme une menace pour la presse écrite traditionnelle, comment vous, à votre niveau, vous appréhendez cette question? Oui, en fait, il y a beaucoup qui pensent que c'est une menace pour la presse traditionnelle, notamment la presse écrite. Mais je dois dire qu'en fait, ça peut ne pas être le cas. Ça peut ne pas être le cas parce que les deux peuvent coexister et quelque part se complètent. Parce qu'on avait annoncé la mort du journal papier il y a disons, plusieurs années. Et elle survit toujours, en fait, la presse écrite survit toujours. Et donc, ça sera, je pense, pour des années encore. Donc, l'avenir, en tout cas la place de la presse en ligne est certaine dans l'environnement médiatique. En revanche, on décrit très souvent des dérapages sur ces sites d'information. Comment déjà vous le vivez et comment éventuellement contenir ce phénomène? Oui, en fait, les dérapages, il y en a, certes. Il y en a parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la presse en ligne, c'est encore un adolescent, c'est encore un bébé qui est en train, en tout cas, de grandir, de marcher. Et il faut comprendre que ce sont simplement des crises d'adolescence et que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, n'est-ce pas? Et que de toute façon, nous faisons de notre mieux pour en tout cas donner le meilleur de nous-mêmes et informer les gens de la meilleure des manières. Et justement, dans ce cadre-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la presse en ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nouveau et les
jeunes pensent que ça fait partie en fait de nouveaux métiers, ils peuvent se réaliser à travers ce créneau. Et donc, moi je pense qu'il faut plus les encadrer et renforcer leurs capacités et les conscientiser davantage. Et en fait, ça va grandir comme les autres types de presse. Ouais, vous pouvez conscientiser, très souvent on a l'impression qu'il y a une incompréhension vraiment du sens des forats que vous offrez à vos lecteurs. Oui, en fait, ça c'est, moi je pense que les forats reflètent plutôt le niveau de la société sénégalaise, reflètent plutôt la société sénégalaise. Parce qu'en fait, ce qui se dit dans les grandes places, dans les maisons, c'est ce qu'ils transmettent sur ces forats-là. Donc rien de constructif. Bon, malheureusement, l'esprit sénégalais, nous tous nous le connaissons, c'est la petite querelle, c'est en fait les critiques sans fondement. Bon, c'est dommage et ça ne fait pas développer un pays. Moi, je pense que ces forats-là ont été créés pour enrichir une information, pour aider le journaliste à s'améliorer, ou en tout cas pour donner son avis par rapport à quelque chose. Mais malheureusement, nous voyons que l'objectif a été complètement dévoyé. Et bon, on y va du n'importe quoi, mais de plus en plus quand même, on voit qu'il y a des tentatives comment dirais-je, qu'il y a des tentatives en tout cas pour réguler cela, il y a des tentatives pour modérer les forums. Et vous voyez parfois même retirer pour abus. Et cela est venu parce que en fait on se parle entre nous, parce que aussi on a entendu la complainte des gens et on n'aimerait pas qu'on nous stigmatise davantage. Et il faut que quand même ça cesse et on est conscient de cela et on est en train de travailler au jour le jour pour avancer. Alors aujourd'hui, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'opinion, chacun peut ouvrir son blog, mais tout le monde n'est pas forcément journaliste et ça nous amène à parler de ce qu'on appelle les éditeurs fantômes. Comment vous cohabitez avec ces éditeurs fantômes sur la toile? Bon, éditeur fantôme, j'aimerais bien que vous clarifiez le concept. Parce des sites internet derrière lesquels il n'y a aucun éditeur, du moins aucune identité. Effectivement, parce que la loi 25 janvier 2008 prévoit un certain nombre de dispositions pour la création d'un site d'information. Mais malheureusement, aucune de ces dispositions n'est respectée. Ça, je le dis en tant que président des éditeurs de la presse en ligne. Absence de contrôle? Oui, l'absence de contrôle, l'État quelque part est fautif. Et il faut le dire, et surtout moi je pense le ministère de la communication qui devrait veiller à ça, mais aussi la justice, parce qu'on est dans un pays de loi et il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Parce qu'un journal en ligne, il doit y avoir au moins une charte juridique, en tout cas dans laquelle on peut avoir l'architecture, c'est-à-dire les niveaux de responsabilité, pour qu'on puisse en tout cas saisir à temps, parce que l'information en ligne passe très vite, et quand il y a des dérives, et qu'on ne peut pas enlever l'information à la minute qui suit, en 5 minutes... Surtout quand elle est reprise par toutes les... Non, une information en ligne, il y a un effet viral terrible. Et donc une fois que vous la mettez, vous ne pouvez plus la contrôler, rapidement ça fait le tour en fait du monde. Et d'ailleurs c'est pour tous ces problèmes-là aujourd'hui qu'on s'est dit, en fait Presse Afrique en 2009 avait consacré, disons, son deuxième anniversaire au modèle économique, parce que en ce moment-là, c'était ça qui était d'actualité. Cette fois-ci, en 2013, on parle plus des questions de régulation. Alors on s'est dit, on va essayer d'étudier les enjeux et perspectives de la régulation de la presse en ligne. Très bien. Alors dernière question, vous sortez de l'atelier en question. Qu'est-ce que vous avez retenu justement d'essentiel en termes de recommandations pour préserver surtout la crédibilité de votre travail sur le web? Oui, justement, en fait, là, on a réfléchi sur en fait, les enjeux de régulation, les types d'organes et les contraintes et ouvertures de la régulation. Et par exemple, si on a pu quand même tenir cet atelier, vous me permettrez simplement de remercier quelques partenaires comme la RTP et le CNRA et l'article 19, quand même, qui ont beaucoup aidé à cette réflexion-là. Et en fait, c'était une première étape. Demain, nous invitons vraiment tous les citoyens à venir au jet d'eau pour, disons, donner de leur sang ou se faire dépister, soit
du diabète ou de la tuberculose. Et donc, vraiment, nous comptons remercier le samedi, nos partenaires et tous les amis de la presse et partenaires de Presse Afrique à l'occasion d'un cocktail. Merci, président de l'association des éditeurs de presse en ligne, également directeur de publication de Presse Afrique, presseafrique.com, site d'information en ligne. Excellente soirée sur TFM. Au revoir.